Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pablo Caron, je suis donc doctorant au DEFI. Je suis encadré par Christophe Inguimbert et Laurent Artola du côté ONERA, et puis par Robert Ecoffé et Françoise Bézéra du côté CNES. Donc c'est une thèse cofinancée ONERA et CNES. Et je travaille sur les événements singuliers induits par les électrons dans les technologies intégrées. Alors je vais commencer par contextualiser un petit peu les choses. Eh bien, lorsque l'on envoie des engins dans l'espace, eh bien, ceux-ci se retrouvent confrontés à ce qu'on appelle des environnements radiatifs. Radiatifs parce qu'on y retrouve des particules. Par exemple des protons, des électrons, des photons et d'autres encore. Et ces particules ne sont pas sans conséquences sur les éléments qui vont constituer notre engin spatial. Et notamment sur les microélectroniques embarquées, et encore plus précisément parce que c'est le cœur de ma thèse, sur les mémoires embarquées. Alors si on fait l'analogie d'une mémoire composée par ces bits mémoire que j'ai schématisés ici, des points mémoire, eh bien, le passage d'une particule à travers ces points mémoire peut provoquer des erreurs. Alors, il existe un certain nombre d'erreurs recensées, et pour ma part, je me suis concentré sur les SEU ou simplement upset qui correspondent à des basculements non souhaités d'un bit mémoire. Donc on comprend ici que les environnements radiatifs peuvent être dangereux pour les mémoires embarquées, parce qu'ils peuvent les corrompre. Mais alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, si on continue notre analogie de nos mémoires par un petit volume sensible, comme je l'ai mentionné ici, eh bien le passage d'une particule à travers ce volume va engendrer des interactions. La particule incidente va pouvoir être déviée, perdre de l'énergie, générer des secondaires. Et en fait, il est question de cascades d'interactions parce qu'on travaille ici sur des échelles macroscopiques. Alors pour modéliser ces cascades d'interactions, eh bien on va utiliser des codes de transport Monte-Carlo. Alors il existe un certain nombre de codes de transport Monte-Carlo. Pour ma part, j'ai utilisé GEAN4 parce qu'il fait globalement référence dans la communauté. Alors un code de transport Monte-Carlo, pour fonctionner, a besoin de connaître les probabilités d'interaction. Et en sachant cela, eh bien, on va pouvoir écrire l'histoire des particules incidentes bien sûr, et puis des particules qui seront générées à travers les différentes interactions qui auront lieu. Alors GEAN4 embarque par défaut un grand nombre de modèles pour décrire les interactions qui vont nous intéresser. Le souci, c'est qu'avec les évolutions technologiques des composants, eh bien, ces derniers ont tendance à être de plus en plus intégrés. Et il nous revient de devoir réaliser le transport des particules sur des échelles de plus en plus petites, nanométriques. Et le domaine de validité des modèles présents dans GEAN4, qui ont été développés dans une vision classique du problème, eh bien, ne sont plus valables. Donc l'un de mes travaux a consisté à étendre, à proposer de nouveaux modèles et à les implémenter dans GEAN4 pour pouvoir traiter ces interactions. Alors voilà comment va se découper cette présentation. Donc dans un premier temps, je vais vous parler eh bien, des interactions qui vont nous intéresser, sur lesquelles j'ai travaillé. Ensuite, on concentrera ces travaux sur la thématique SEU, puisque c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis enfin, je parlerai des travaux que nous avons réalisés tout au long de cette thèse et qui s'articulent en fait par l'usage des précédentes parties que je présenterai donc maintenant. Alors, les interactions qui vont nous intéresser aujourd'hui sont les interactions coulombiennes, ces fameuses interactions qui n'engendrent pas de contact franc entre les particules. Il y a deux types d'interactions coulombiennes, les interactions élastiques, où la particule incidente va interagir avec l'atome cible dans son ensemble et être déviée, et puis les interactions inélastiques, où la particule incidente va interagir avec un électron atomique, et si l'énergie transférée est suffisamment importante, eh bien l'électron atomique va pouvoir être éjecté, et on parle alors de processus d'ionisation. Alors concernant les interactions élastiques, il existe dans la littérature des bases de données qui permettent de décrire la dynamique de ces interactions. On en trouve un certain nombre, et pour notre part, nous avons utilisé LCPA. Par contre, pour les interactions inélastiques, il n'existait rien d'équivalent. Donc finalement, pour ces interactions, tout était à faire. Alors, nous avons réalisé une première étude bibliographique qui nous a rapidement orienté vers la théorie diélectrique pour décrire ces interactions inélastiques. Alors, comment fonctionne la théorie diélectrique ? Eh bien, elle s'appuie sur des mesures optiques, les coefficients d'absorption et d'extinction, à partir desquels on va pouvoir construire la fonction dite de perte d'énergie optique, l'OELF. Donc ici, je présente l'OELF pour un matériau de silicium. Et on retrouve une information particulièrement intéressante, ce fameux pic de placement ici que j'ai souligné en orange. Alors le placement correspond en fait aux réponses collectives des électrons faiblement liés du milieu. Et c'est une information particulièrement importante parce que les modèles classiques de GEAN4 en fait ne peuvent pas décrire, ne peuvent pas retrouver et ne tiennent pas en compte l'information de cette réponse collective. Donc une fois qu'on a l'OELF, eh bien, il nous suffit de l'intégrer dans des modèles diélectriques. Il en existe un certain nombre, et puis ensuite on va pouvoir remonter à ces fameuses probabilités d'interaction qui nous sont si chères puisque ce sont encore une fois les briques élémentaires de tous les codes de transport. Alors ici je vous propose de comparer rapidement en fait la théorie diélectrique avec les modèles présents dans GEAN4. Donc ici je vous présente des spectres en énergie perdue. Et ce que je compare donc en vert la théorie diélectrique et puis en noir les modèles classiques de GEAN4. Donc ce qu'on repère tout de suite, c'est que pour des faibles énergies perdues, eh bien les modèles sont particulièrement différents.
Et notamment, on retrouve ici ce fameux pic de placement qui n'est pas décrit avec les modèles classiques de GR en 4. Alors comment est-ce que ça se concrétise sur une mesure qu'on a peut-être plus l'habitude de voir, ce qui sont les pouvoirs d'arrêt. Donc les pouvoirs d'arrêt sont les énergies moyennes perdues par unité de longueur. Donc ici, je compare la formulation classique en orange, donc la prédiction des modèles classiques sur les pouvoirs d'arrêt, donc dans du silicium pour des protons incidents, et puis en vert, eh bien, ce que nous offre la théorie diélectrique. Et en bleu, c'est notre courbe de référence qui est issue en fait d'une étude statistique de mesures expérimentales disponibles. Donc ce qu'on constate tout de suite, c'est que la théorie classique échoue globalement à retranscrire la dynamique des pouvoirs d'arrêt, notamment en positionnant mal le maximum des pouvoirs d'arrêt, en le plaçant ici à une vingtaine de keV, alors qu'expérimentalement on l'attendrait plutôt autour de la cinquantaine de keV. Et puis en dessous, on a une dynamique très différente, on va fortement sous-estimer ces fameux pouvoirs d'arrêt. Alors concernant la théorie diélectrique, eh bien, on a l'avantage déjà de positionner correctement le maximum de ces pouvoirs d'arrêt. Donc encore une fois autour de la cinquantaine de keV. Par contre, en dessous, encore une fois, on va sous-estimer ces pouvoirs d'arrêt, bien que l'allure soit quand même mieux respectée que dans le cas de la théorie classique. Alors nous n'étions pas satisfaits de ces résultats, nous avons cherché à comprendre pourquoi la théorie diélectrique semblait échouer à retranscrire ces pouvoirs d'arrêt, et puis pourquoi pas à améliorer les résultats. Alors pour comprendre pourquoi la théorie diélectrique échoue là-dedans, eh bien il faut remonter à l'articulation de cette théorie, et notamment à cette présence de ce fameux pic de placement que j'ai mentionné au début. Eh bien ce placement, il a une existence conditionnée. Il faut une vitesse minimale d'impact pour attiser son existence. Par exemple, des électrons dans du silicium, il leur faudra emporter au minimum 25 eV pour attiser l'existence du placement. Des protons dans du silicium, il leur faudra 45 keV. Et 45 keV, c'est pas si loin de ce maximum des pouvoirs d'arrêt que j'ai mentionné précédemment, en dessous de quoi, eh bien, la théorie diélectrique semblait échouer à retranscrire ces pouvoirs d'arrêt. Alors, je rappelle que le placement correspond aux réponses collectives des électrons faiblement liés. Donc, les interactions inélastiques se composent de deux manières. Par des réponses collectives des électrons faiblement liés, encore une fois, donc ce placement, et puis en dehors de ça, eh bien, il ne reste plus que les collisions individuelles, les collisions qu'on appelle aussi binaires. Eh bien, peut-être que le formalisme diélectrique n'est pas le meilleur formalisme pour décrire ces collisions binaires lorsque le placement n'existe pas. Donc nous avons cherché un autre modèle, un autre moyen de décrire ces interactions, ces collisions binaires. Donc pour cela, nous avons utilisé l'approche des ondes partielles qui consiste finalement, pour faire simple, en la résolution de l'équation de Schrödinger sous contrainte. Et en faisant cela, eh bien, on remonte à ces fameuses probabilités d'interaction de la même manière qu'avec la théorie diélectrique. Alors notre idée ici, c'est de coupler ces deux approches. Donc d'un côté, lorsque la vitesse ou l'énergie incidente de la particule est suffisante pour attiser le placement, eh bien, on va employer la théorie diélectrique. Dans le cas contraire, eh bien, on va passer sur l'approche des ondes partielles pour décrire uniquement du coup les collisions binaires. Et les résultats que je présente ici sur la courbe noire, eh bien, c'est ces résultats de ce couplage des théories. Et je rappelle que la courbe bleue, c'est notre courbe de référence vers laquelle on veut tendre. Eh bien, on constate qu'on s'en rapproche dangereusement. Alors voilà, donc nous avons un modèle, un moyen, disons, pour décrire les interactions inélastiques, et puis avec LCPA pour décrire les interactions élastiques, finalement, nous avons tous les ingrédients pour réaliser le transport de nos particules. C'est vrai, mais on peut faire encore mieux parce que nous n'avons pas discuté de LCPA et de son fonctionnement. Et son fonctionnement, nous pouvons légèrement l'améliorer. Alors LCPA donc est distribué dans la littérature, et son fonctionnement repose sur la définition d'un potentiel d'interaction dit optique. Optique parce qu'il discrimine une partie élastique et une partie inélastique. Et les auteurs de LCPA nous mettent en garde, nous utilisateurs, quant à la définition de leur partie inélastique de ce potentiel d'interaction. Parce qu'ils emploient la théorie diélectrique pour le faire. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'en employant leur potentiel d'interaction tel quel, eh bien, ils vont surestimer les probabilités d'interaction élastique comparées à des mesures expérimentales dont ils disposent. Et cette surestimation, eh bien, il l'applique au fait que la partie inélastique, donc décrite par la théorie diélectrique, va sous-estimer les interactions inélastiques. Et c'est ce que nous avons constaté également sur les slides précédents. Alors pour cela, eh bien, ils corrigent ce canal inélastique dans leur potentiel d'interaction en appliquant un facteur correctif. Le souci, c'est que ce facteur correctif, eh bien, il n'a pas vraiment de valeur physique. Donc nous, ce que nous proposons, et ce que nous avons fait, c'est d'intégrer nos travaux sur les interactions inélastiques, de réécrire le cœur de LCPA, et ainsi de pouvoir se passer de ce facteur correctif. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors ici, je vous propose une comparaison donc, des modèles de G en 4, les modèles classiques de G en 4, avec notre travail, donc notre LCPA un petit peu amélioré. En vert ici, c'est la base de données IOFFE qui nous servira de référence pour l'occasion. Alors ici, je compare donc les spectres en angle de déviation pour des électrons dans du silicium, donc pour différentes énergies. Et ce que l'on constate, c'est que pour des hautes énergies, bien tous les modèles semblent converger. Mais à mesure qu'on descend en énergie, les modèles divergent.
et plus on descend en énergie, plus ils divergent. Mais globalement, autour du keV, eh bien déjà, les différences sont particulièrement notables entre notre modèle LCPA amélioré et puis les modèles classiques de Géant 4. Un autre point de comparaison, encore une fois les pouvoirs d'arrêt, donc calculés avec les interactions élastiques en l'occurrence, et on arrive aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que en dessous du keV, eh bien, disons que les modèles sont très différents. Alors voilà, donc nous avons développé de quoi décrire les interactions inélastiques. Nous avons travaillé sur LCPA et nous avons amélioré son écriture. Et bien tous ces travaux, nous les avons implémentés dans Géant 4 et ils sont maintenant disponibles pour toute étude intéressée par le transport des particules jusqu'à des basses énergies. Et bien nous sommes nous-mêmes intéressés pour cela et faisons-le donc dans un cas d'application au SEU. Alors, quand on évalue la sensibilité d'un composant, eh bien, l'approximation qu'on fait souvent, et ce que j'ai déjà dit précédemment, c'est qu'on associe au composant un volume sensible. Et on va échantillonner dans ce volume sensible les énergies déposées. Et on va comparer les énergies déposées ainsi calculées, simulées, à une énergie critique qu'on va également associer au composant. Si l'énergie déposée est supérieure à cette énergie critique, eh bien, on va considérer qu'il y a une erreur, qu'il y a un upset. Donc c'est ce que j'ai fait ici, donc une petite simulation sur un petit cube d'une cinquantaine de nanomètres de côté, où j'ai échantillonné pour différentes énergies de protons incidents, eh bien, les énergies déposées. Je compare ici ces énergies déposées, ces distributions en énergie déposée, donc calculées avec notre travail, donc les différents modèles que nous avons implémentés dans Géant 4, et puis les modèles déjà présents dans Géant 4, les modèles classiques. Et donc ce que l'on constate du premier coup d'œil, c'est que eh bien, les différences sont particulièrement notables. Et si on va jusqu'au bout de cet exemple, en considérant que ce volume sensible eh bien, représente bel et bien un composant, et qu'on associe à ce composant une énergie critique autour de 325 eV, pour l'occasion ici, eh bien, on aboutira à des conclusions totalement différentes suivant les modèles que nous utilisons. Donc avec les modèles classiques de Géant 4, eh bien, on aboutirait à tort à la conclusion que le composant n'est pas sensible à des protons de faible énergie, puisqu'on ne dépose jamais plus de 325 eV, alors qu'en utilisant les modèles que nous avons implémentés, c'est tout à fait l'inverse, on dépose systématiquement plus que 325 eV. Donc ce petit exemple d'application montre l'importance du choix des modèles que nous faisons lorsque l'on cherche à caractériser un composant par simulation. Alors voilà, donc nous arrivons à la dernière partie de cette présentation. Et si, avec le recul maintenant, nous regardons un peu ce plan, eh bien, on constate que finalement nous avons suivi une espèce d'entonnoir avec comme base eh bien, ces processus de transport qui est une base commune à tant de thématiques. Et parmi toutes ces thématiques, eh bien, nous nous sommes concentrés sur les SEU. Et maintenant, nous pouvons aller encore un peu plus loin parce que nous pouvons regarder les SEU à travers les différents environnements dans lesquels nous plongeons nos composants. Alors, un premier environnement, eh bien, un environnement électron. Donc, nous avons dans la littérature trouvé donc des mesures expérimentales sur un composant, le Spartan 6, qui avait été testé sous électrons pour des électrons de relativement haute énergie. Donc ici, cette courbe représente en fait la probabilité d'observer un upset en fonction des énergies incidentes des électrons. Donc dans la littérature, nous disposions de ces mesures-ci. Et puis à l'ONERA, avec le moyen géodur, eh bien, nous avons réalisé notre propre campagne d'irradiation sur ce même composant, le Spartan 6, pour des électrons de plus faible énergie, de 1 MeV. Et nous avons également observé des upsets. Il nous revenait maintenant d'interpréter ces résultats, tous ces résultats expérimentaux. Donc nous avons fait une étude exhaustive de tous les mécanismes physiques potentiellement impliqués par le passage des électrons dans nos composants. Et nous avons démontré que parmi toutes ces interactions, eh bien, 2 processus semblent dominer, sortir du lot. Et pour faire un peu écho à cette présentation, à ce début de présentation, eh bien, ces processus en question sont les interactions coulombiennes inélastiques et les interactions coulombiennes élastiques. Donc aux basses énergies, eh bien, nous avons démontré que les mesures que nous avons réalisées à l'ONERA eh bien, étaient totalement provoquées par le coulombien inélastique. Et puis aux plus hautes énergies, eh bien, une dynamique différente apparaît et qui est pilotée en fait par le coulombien élastique. Donc les mesures expérimentales disponibles dans la littérature eh bien, s'expliquent par le coulombien élastique. Alors, dans la thématique SEU, il faut bien se dire que la problématique des électrons est très récente. Le premier papier qui relève le sujet remonte peut-être de 2014 ou de 2015. Mais la thématique SEU existe depuis bien plus longtemps. Mais au départ, en fait, on s'intéressait plus aux particules lourdes, et notamment aux ions lourds, et puis un peu plus récemment aux protons. Alors les protons, il a été démontré qu'ils provoquent des upsets suivant 2 cas. Donc il y a 2 processus majeurs. Aux basses énergies, l'ionisation, et puis aux hautes énergies, les réactions nucléaires. Donc ici, on a une espèce de miroir qu'on peut faire entre un environnement électron et proton. C'est-à-dire qu'aux basses énergies, eh bien, dans les 2 cas, c'est l'ionisation qui va dominer, le coulombien inélastique. Et puis aux hautes énergies, on a une divergence. Pour les électrons, eh bien, c'est le coulombien élastique, alors que pour les protons, eh bien, c'est les réactions nucléaires. Alors nous sommes intéressés à chercher, nous sommes interrogés en fait quant à l'application que pouvait avoir le coulombien élastique
dans un environnement proton. Donc nous avons fait en fait un petit peu la même démarche que précédemment dans l'étude électron, mais en l'occurrence nous avons fait une étude proton sur un composant qui avait été testé, et donc nous avons utilisé des données expérimentales issues de la littérature, donc ces triangles noirs. Ici en fait on retrouve une forme très caractéristique de la sensibilité d'un composant en environnement proton, avec un maximum d'upset observable au niveau à des énergies faibles pour les protons incidents, et puis un niveau saturé qui apparaît aux plus hautes énergies. Et en fait, ce maximum d'upset ici, il est associé au pic d'ionisation. C'est comme ça qu'on l'appelle, le fameux pic d'ionisation. Donc finalement, on retrouve bien ici que c'est le coulombien inélastique qui domine. Et puis aux plus hautes énergies, on retrouve là donc cet effet de saturation des SEU et qui est piloté donc par les réactions nucléaires. Et ce que nous avons démontré, c'est que le coulombien élastique ici n'est pas du tout négligeable, et au contraire, en fait, il permet de faire la transition entre ce fameux pic d'ionisation et puis les réactions nucléaires. Il n'est pas négligeable, d'autant plus qu'il domine en fait les upsets qu'on peut observer dans une certaine fenêtre en énergie. Et pour ce composant-ci, eh bien en fait, il domine entre 2 MeV et la dizaine de MeV. Et donc cette dernière planche en fait découle des deux précédentes. Disons qu'elle a été rendue possible par la réalisation de nos études sous environnement électron et proton. Donc en fait, cette étude propose une méthode, un moyen de calibrer nos paramètres de simulation. Encore une fois, je rappelle que pour évaluer la sensibilité d'un composant, eh bien, il nous revient toujours de définir un volume sensible et puis une charge critique. Mais ces paramètres sont laissés libres. Et donc ici, nous proposons un moyen de contraindre ces paramètres en jouant sur les mesures expérimentales protons et électrons, et la connaissance que nous avons acquise via les précédentes études sur le comportement des composants sous ce type d'environnement. Et donc ici, je montre en fait les résultats que nous avons obtenus une fois que nous avons employé cette analyse. Nous avons convergé en fait vers ce que j'appellerais le meilleur set de paramètres de simulation. Et donc ici, un composant avait été testé sous proton et sous électrons. Donc les triangles bleus, c'est les mesures expérimentales sous proton. Les carrés orange, ce sont les mesures expérimentales sous électrons. Et puis les traits, donc en pointillés, ce sont nos résultats de simulation sous environnement proton. Et les traits pleins, nos résultats de simulation sous environnement électron. Et on constate que nous parvenons très bien à retranscrire la dynamique des SEU sous ces deux types d'environnements. Puis nous sommes même allés un peu plus loin. On a cherché à réutiliser ces paramètres de simulation que nous avons déduits des mesures expérimentales électrons et protons pour faire de la prédiction sous un autre type d'environnement, les ions lourds en l'occurrence. Et donc ici, je montre la courbe de prédiction que nous avons déduite donc pour ce type d'environnement sous ions lourds, et puis les mesures expérimentales en triangle bleu. Et nous retrouvons également plutôt très bien la dynamique des SEU associée à ce type d'environnement. Donc c'était la dernière planche. Merci de votre attention. Une question ?